Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud est avec nous. Bienvenue à nouveau, mon colonel. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis ravi d'être de retour dans votre émission. Merci. Je voudrais commencer, colonel, par la visite de Donald Trump en Chine. Il s'y est rendu parce qu'il voulait quelque chose de la Chine, en lien, en gros, avec la guerre au Moyen-Orient. Il pensait que la Chine pouvait aider les États-Unis. Quelle est, selon vous, la nature de la relation entre la Chine et les États-Unis, sachant que, d'une certaine manière, Donald Trump estimait qu'il pouvait utiliser l'influence chinoise sur le gouvernement iranien pour les aider dans le dossier du détroit d'Ormuz? Parce que quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on a eu une proposition iranienne adressée aux États-Unis, puis la réponse américaine, deux propositions totalement différentes. Au contraire, complètement au contraire, vous savez. Et l'Iran, juste avant qu'on arrive, on a appris que l'Iran avait répondu, encore une fois, avec un plan en 14 points. Je ne vois aucun changement du côté iranien. Et Donald Trump, la situation devient un peu désespérée pour lui. C'est pour ça que hier soir, il a tweeté que le temps presse et il semble qu'il se prépare à une nouvelle forme d'attaque contre l'Iran. Comment voyez-vous la situation dans son ensemble? Parce que d'un côté, il n'a pas eu beaucoup d'aide de la Chine dans l'affaire du détroit d'Ormuz, et il doit agir. On sait que le prix de l'énergie, le prix de la nourriture, tout augmente. Quelle est votre analyse? Alors, pour revenir à la visite de Donald Trump en Chine, il faut comprendre que cette visite était à l'origine prévue pour la fin du mois de mars de cette année. Et probablement, à ce moment-là, ce que Donald Trump voulait, ce n'était pas parler de l'Iran. Il pensait que l'Iran serait déjà de l'histoire ancienne à ce stade, parce qu'il s'attendait à soumettre l'Iran en quelques jours. L'incident dans le détroit d'Ormuz a donc été une surprise pour lui. Il ne s'y attendait pas. Cela veut dire que dans son esprit, le but principal du voyage en Chine était d'abord de parler des questions commerciales entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, si on regarde la composition de la délégation, on voit qu'il n'y avait pas uniquement, mais en grande partie, des hommes d'affaires, des gens du monde de la finance aux États-Unis et aussi du secteur des hautes technologies. L'idée à la base, c'était clairement de parler des questions commerciales. Comme il n'a pas remporté la victoire, ou en tout cas pas une victoire décisive, en mars, il a dû reporter cette visite parce qu'il n'était tout simplement pas prêt à la faire. La conséquence, selon moi, c'est que cette visite a été très mal préparée du côté américain et dans une certaine mesure du côté chinois aussi. Les Chinois ont essayé de caser la visite de Donald Trump entre celles d'autres chefs d'État. Et du coup, la visite de Trump n'a pas eu l'importance qu'elle aurait normalement dû avoir la semaine dernière. C'est, je pense, un point vraiment important. Et la question du détroit d'Ormuz, ainsi que l'idée d'impliquer la Chine pour résoudre le dossier iranien, ça, c'est quelque chose qui est apparu, évidemment, après la fin du mois de mars. Je veux dire, c'est parce que ce n'était pas l'objectif initial ni le but principal de cette visite. Et ça montre aussi ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises à propos de Trump, son manque de vision stratégique. Ce n'est pas un stratège, c'est un tacticien. Il essaye d'assembler des éléments tactiques pour donner l'impression d'une stratégie, mais au fond, ça reste purement tactique. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on évalue cette visite, il faut regarder les comptes rendus ou le communiqué, comme je l'ai dit, les deux communiqués. Et si on regarde celui des Chinois, il tourne essentiellement autour de trois grands points.
Évidemment, cette idée de stabilité stratégique est un point très important dans le communiqué. La question de Taïwan est celle des relations équilibrées entre les deux pays. La coopération pour la stabilité est un aspect vraiment central, parce qu'elle inclut aussi la question de Taïwan. Elle comprend également ce qu'on appelle, je ne sais plus le mot exact en anglais, le piège. Vous savez, ce piège qui a été identifié pour la première fois à partir des guerres de la Grèce antique, quand une puissance, en l'occurrence Sparte, tenait tellement à garder sa position de puissance dominante en Méditerranée qu'elle a dû faire la guerre à tous ceux qui tentaient de remettre en cause sa suprématie. Et c'est un peu le problème qu'on a avec les États-Unis. Vous vous souvenez peut-être, et ce n'est pas seulement Donald Trump d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de ce que Joe Biden a dit lors de son investiture, je crois, ou peut-être lors de son premier discours sur l'état de l'Union. En tout cas, c'était en 2021, quand il a dit que le reste du monde se rapprochait de nous et que nous ne pouvions pas le permettre. Vous voyez, c'est exactement là le piège. Vouloir à tout prix garder sa position hégémonique, au point de tout faire pour détruire quiconque essaie de la remettre en cause. Et évidemment, en 2021, c'était sans doute dirigé contre la Chine, mais aussi contre la Russie, les deux pays. La Russie sur le plan militaire et la Chine sur le plan économique, commercial et sans doute aussi technologique. Donc il y a cette idée aux États-Unis que le pays doit être dominant. Dominant sur le plan technologique, dominant sur le plan militaire, dominant en matière d'influence, et ainsi de suite. Et ça fait partie de cette idée de stabilité, la coopération pour la stabilité stratégique, je crois que c'est le terme exact, la coopération pour la stabilité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Et c'est en substance ce qu'on trouvait dans le communiqué chinois. Mais quand on lit le communiqué américain, il n'y a rien de tout ça. Pas un mot là-dessus. Aucun mot sur Taïwan. Aucun mot sur le détroit d'Ormuz. Il mentionne Ormuz, oui, mais sans aborder les questions fondamentales soulevées par la Chine. Et la Chine, de son côté, n'en parle pas non plus, ou alors très brièvement. Si je me souviens bien, elle n'a pas mentionné Ormuz en tant que tel. Elle s'est simplement contentée de dire que les États-Unis et la Chine avaient discuté des questions liées au Moyen-Orient. Point. Évidemment, du côté chinois, la question iranienne n'était pas au centre de cette rencontre. Alors que pour les États-Unis, c'était bien le sujet principal, parce que c'est la préoccupation actuelle de leur politique étrangère. C'est aussi très intéressant de voir, si on lit le communiqué de la Maison-Blanche, que tout ce qui est mentionné concerne ce que les États-Unis pouvaient obtenir de cette visite. Un meilleur accord commercial sur tel ou tel point, par exemple. En gros, tout était orienté vers les gains pour le commerce américain, alors que les Chinois, eux, se concentraient sur l'équilibre stratégique et sur des questions fondamentales. On voit donc ici deux approches totalement différentes, ce qui n'a rien de surprenant, parce que la Chine est de toute évidence un pays plus stratégique que les États-Unis, du moins à ce stade. C'était sans doute différent il y a 50 ou 60 ans. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont devenus très tactiques. On ne pense plus qu'en termes tactiques, que ce soit en politique étrangère ou même sur les questions de sécurité nationale. Et ça se voit très clairement dans ces deux communiqués. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un événement aussi important, qui peut influencer la relation entre les deux plus grandes économies du monde, avec évidemment des répercussions régionales, en Asie comme dans l'hémisphère occidental, et peut-être même en Occident en général, normalement, on publie un communiqué conjoint. Et c'est là que la préparation de cette rencontre prend tout son sens.
J'ai moi-même participé à plusieurs conférences internationales. Et dans la plupart de ces conférences, en réalité, on prépare le communiqué final avant même que la conférence ne commence. Parce qu'on sait déjà ce qu'on veut obtenir. On sait qu'il y aura quelques petites modifications, bien sûr, mais quand la conférence démarre, la vraie conférence, il existe déjà un projet de texte. On peut encore l'ajuster à la dernière minute, ajouter quelques déclarations probables, des choses comme ça. Mais dans le fond, le document est prêt et des équipes d'experts des deux côtés travaillent ensemble pendant des mois pour préparer le communiqué conjoint. Quand on lit les deux communiqués qui ont été publiés ensuite, on voit bien qu'en réalité, ce sont deux communiqués rédigés par deux équipes différentes. Ils ne se sont pas parlé. Il y avait une équipe américaine qui préparait son propre communiqué et une équipe chinoise qui préparait le sien. Et c'est exactement pour ça qu'on voit si peu de points communs entre les deux textes. Ça reflète aussi les priorités de chaque camp. Et à mon avis, ça montre, disons, non pas l'échec du sommet, mais plutôt l'absence de véritable succès. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un sommet réussi, parce que, encore une fois, les deux parties le voient bien. Les Chinois, eux, ont sans doute eu un sommet plus réussi parce qu'ils ont pu faire passer leur message, rappeler leurs lignes rouges et leurs priorités. Alors que les Américains, de leur côté, ont mis en avant des sujets comme le commerce, les produits agricoles et d'autres choses de ce genre qui ne sont pas vraiment stratégiques. En lisant les communiqués, on voit bien qu'aucun résultat commun n'a vraiment été obtenu. Mais les Chinois ont un avantage, dans le sens où ils ont su dire clairement quelles sont nos priorités maintenant. La situation est difficile et leur priorité reste la stabilité de Taïwan et un commerce équilibré. Pas un équilibre pour les États-Unis, ni en faveur des États-Unis, mais quelque chose de réellement mutuellement bénéfique. Et ça, on le retrouve très souvent dans les commentaires du côté chinois. Sur ce point, je pense qu'ils ont réussi à faire passer leur message. Et dans ce sens-là, ce sommet me paraît plutôt jouer en faveur de la Chine plus qu'en faveur de Donald Trump. Désolé de vous interrompre. On parle ici de deux situations différentes, du côté des États-Unis et du côté de la Chine. Pour la Chine, la question principale, la plus importante, c'est celle de Taïwan. Je ne vois pas vraiment d'urgence du côté chinois sur ce sujet. Ils veulent en discuter. Ils veulent mettre fin à ce malentendu qui existe entre la Chine et les États-Unis. Mais ils n'ont pas vraiment, vous savez. Oui et non. Rappelez-vous que le Congrès a approuvé 11 milliards, mauvais terme, je ne sais pas trop comment dire, 11 milliards pour la vente d'armes à Taïwan. Exactement, oui. Et ça, je pense que c'est une source d'inquiétude pour l'Iran. Maintenant, le montant a bien été approuvé par le Congrès, mais les ventes elles-mêmes n'ont pas encore eu lieu. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence du côté de la Chine. Donc oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le même niveau d'urgence entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe à Taïwan. Mais souvenez-vous, je ne suis pas sûr que l'Iran soit un sujet aussi important pour la Chine, pour être honnête. La Chine comprend que l'agression israélo-américaine était illégale. Elle en comprend les conséquences. Elle sait que cette agression a des répercussions à l'échelle mondiale, et elle l'a clairement exprimé. Au fait, c'est vrai que les Chinois ont déclaré que la circulation dans le détroit d'Ormuz devait rester libre et qu'il ne devait y avoir aucun blocus. Je pense qu'ils visent davantage les États-Unis que l'Iran sur ce point. Parce qu'en réalité, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Ce sont les États-Unis qui l'ont fait.
C'est important de le rappeler. Ce sont les États-Unis qui ont bloqué le trafic, pas l'Iran. L'Iran a imposé certaines restrictions et a, disons, géré le trafic dans le détroit d'Ormuz, mais sans l'interrompre. La Chine le sait très bien. Et d'ailleurs, elle a aussi obtenu certains privilèges pour le passage de ses pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Pour la Chine, c'est un problème global, mais pas une source majeure d'inquiétude pour elle-même. Il faut aussi se rappeler que la Chine dépend du détroit d'Ormuz seulement pour une petite partie de son énergie, parce que environ 85% de l'énergie qu'elle consomme est produite sur son propre territoire. Donc, il n'y a qu'environ 15% de ses besoins énergétiques qui doivent être couverts par des importations. Et une grande partie de cette énergie importée vient de Russie, un allié très proche. Oui, c'est une préoccupation d'ensemble, c'est un enjeu stratégique, mais ce n'est pas une urgence pour la Chine. Je pense que c'est un point très important. Et ça ressort clairement dans la discussion d'ailleurs, parce que la Chine a dit, la Chine a dit aux États-Unis d'arrêter le blocus. C'est ce qu'elle a dit parce qu'elle considère que le problème dans la région, ce sont les États-Unis, pas l'Iran. Et ça apparaît très clairement dans les différentes déclarations qui ont été faites. Le problème, c'est que Trump ne veut pas comprendre ça. Mais en réalité, la Chine ne voit pas l'Iran comme un problème. Et souvenez-vous qu'avant, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais avant le 28 février, le trafic dans le détroit d'Ormuz était libre. Donc clairement, les États-Unis et Israël étaient le problème. Ils font partie du problème, pas de la solution. Oui, colonel, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, on parle d'une attaque imminente. Les Iraniens sont prêts et on a vu des dizaines d'avions cargo militaires américains chargés de munitions. Ils ont atterri à Tel Aviv, en Israël. Et, si une nouvelle phase de guerre commence, quel serait l'objectif principal? Parce qu'on a déjà vu ça avec 2 offensives, en juin 2025 et en février 2026. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Et en quoi cela va-t-il vraiment aider Israël? Parce que selon moi, cette dernière décision de Trump, l'attaque contre l'Iran, c'est le maximum que les États-Unis puissent faire pour Israël. On ne peut pas aller au-delà. Attaquer l'Iran, c'est, vous savez, le but ultime de Benjamin Netanyahou depuis longtemps. Attaquer l'Iran, provoquer son effondrement et installer un nouveau régime en Iran, grand et magnifique. Et on va avoir les accords d'Abraham, et toute la région va changer avec ce concept, basé sur l'idée qu'Israël aura, vous savez, une influence plus positive dans l'ensemble de la région. Parce qu'on sait bien que les pays du Golfe, les pays du CCG, ne sont pas si puissants sur le plan militaire, ni vraiment capables de riposter efficacement. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose concernant l'Iran. Et visiblement, ça ne se passe pas très bien. Quand on regarde la situation en Israël, sur le plan militaire, économique et avec la guerre en cours, je ne vois pas très bien ce que l'administration Trump peut encore faire pour Israël. Mais j'ai l'impression que tout se dirige vers une sorte d'effondrement en Israël. Contrairement à ce que Benjamin Netanyahou essayait de faire croire au peuple israélien et à toute la région, en promettant qu'il obtiendrait quelque chose d'important avant de quitter son poste. Eh bien, le problème, c'est que je partage votre opinion. Le problème, c'est qu'on raisonne avec un esprit rationnel. Et c'est justement ça, le souci. Quand on parle de ce que les États-Unis et Israël ont lancé contre l'Iran, mais aussi contre le Liban, voire la Palestine et tout le reste, on voit bien que ce n'est pas rationnel. Il n'y a aucune logique dans ce genre de prise de décision. C'est pour ça qu'il est très difficile de prévoir exactement ce qu'ils veulent atteindre et jusqu'où ils sont prêts à aller pour y parvenir.
Ils cherchent probablement à provoquer la destruction totale de l'Iran ou quelque chose de ce genre. Mais dans quel but? C'est, vous savez, la même question qu'on aurait pu poser d'ailleurs pour l'Irak et pour la Syrie aussi. This is the question you could have asked, by the way, for Iraq and for Syria as well. Because by destroying the state Parce qu'en détruisant la structure étatique de ces pays et en supposant qu'ils veulent faire la même chose en Iran, qu'est-ce qui vient après? C'est ça la vraie question. Et le chaos, ce n'est pas un facteur de sécurité. Les vieux problèmes qu'on a depuis 2003 en Irak, puis ensuite en Syrie, c'est pas de la sécurité, c'est du chaos. Et si on part du principe qu'ils veulent faire la même chose en Iran, ce qui d'ailleurs, à mon avis, sera plus difficile à réaliser. Mais admettons qu'ils essaient. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment obtenir? Est-ce que la sécurité d'Israël sera renforcée? Est-ce que la sécurité du Golfe Persique sera meilleure? Est-ce que la sécurité des pays du Conseil de coopération du Golfe sera améliorée? The security of the GCC countries will be improved. We are in an area. Vous savez, on est dans une zone totalement inexplorée d'irrationalité. Clairement. Même si vous semblez dire qu'il est impossible d'aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait, je pense qu'Israël y réfléchit encore, à cette idée d'un engagement total des États-Unis contre l'Iran. Je crois qu'ils ont toujours ça en tête. Et il y a sans doute, aux États-Unis, certaines personnes prêtes à le faire. Si vous écoutez les récentes déclarations de Lindsey Graham, par exemple, on voit bien qu'il n'est pas du tout impressionné par ce qui s'est passé jusqu'ici avec l'Iran. Il affirme que les États-Unis devraient y aller et lancer une invasion terrestre. Il faut bien comprendre, Carl. Je pense que ton point sur le cas de Lindsey Graham est juste. Mais Lindsey Graham, c'est simplement un homme politique. Il ne connaît rien à l'armée. Il ne sait pas ce qui se passe réellement. Je comprends, mais c'est justement le genre de type qui peut influencer la prise de décision. Tu vois, et en fait aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'il n'est que sénateur, donc en gros un législateur. Eh bien, sur les questions de politique étrangère, et surtout quand il s'agit de l'Iran, on n'entend que lui. Rubio, lui, semble complètement absent de tout le débat sur l'Iran. Il fait de temps en temps quelques déclarations, mais je pense que Lindsey Graham et d'autres sont bien plus présents que lui. Donc oui, je comprends ton point de vue. Mais encore une fois, ton point de vue est rationnel. La politique étrangère ne devrait pas être façonnée par des gens comme Lindsey Graham, non seulement à cause de ce qu'il pense, mais aussi à cause de ce qu'il est, parce qu'il n'est tout simplement pas la personne en charge de la politique étrangère. Point final. Mais il apparaît dans les médias comme s'il influençait la politique étrangère. Et quand on écoute Donald Trump, on a l'impression que Donald Trump prête plus l'oreille à ce genre de type qu'à des points de vue plus rationnels. Parce qu'apparemment, il y a des gens au sein de l'establishment américain, probablement au Pentagone, mais sans doute aussi à la CIA d'ailleurs, qui pensent que les États-Unis devraient être plus prudents dans ce conflit. Mais visiblement, Lindsey Graham est plus écouté que la CIA sur ce sujet. C'est pour ça que c'est important. Même si sur le plan institutionnel, vous avez tout à fait raison, ces types-là ne devraient tout simplement pas être écoutés. Mais ça montre aussi cette dimension irrationnelle que ces conflits ont toujours. Et on voit une situation très similaire avec la Russie. Une situation très similaire aussi avec la Chine et Taïwan. Vous savez, si on y réfléchit, quel serait l'intérêt pour les États-Unis de provoquer une guerre avec la Chine? Quel serait l'intérêt? Aucun. En réalité, aucun. Affaiblir la Chine peut-être, pour que les États-Unis puissent s'imposer comme la seule puissance mondiale, peut-être. Mais vous voyez, on pourrait atteindre cet objectif autrement, pas forcément en déclenchant une guerre. Et c'est bien là tout le problème.
Toutes ces guerres, on peut parler de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, toutes ces guerres ont été guidées par l'irrationalité. All these wars were driven by irrationality. That's the reason why they achieved nothing. C'est pour ça qu'ils n'ont rien obtenu, parce qu'on pensait pouvoir dominer ces pays très facilement, en quelques jours, que ce serait réglé, et tout ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On est exactement dans le même schéma intellectuel. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les Israéliens soient plus rationnels que ça. C'est même pire. Quand on écoute Netanyahou et ses ministres, parfois, ça met à l'épreuve l'intelligence des gens. Ça défie le bon sens. Mais eux, ils en sont convaincus. Et quand on regarde ce qui se passe au Liban, par exemple, malgré le cessez-le-feu, ou le soi-disant cessez-le-feu, rien n'a changé. Les Israéliens continuent de bombarder des civils, comme ils l'ont fait à Gaza. Ils essaient même d'appliquer ce qu'ils appellent la doctrine de Rafah dans le sud du Liban. Rafah, c'était une petite zone de la bande de Gaza, tout au sud, où les forces israéliennes ont détruit absolument tous les bâtiments. Je veux dire, ils ont tout rasé. Et maintenant, ils appliquent la même doctrine au sud du Liban. Et il n'y a absolument aucune réaction de la part des autres pays, à part quelques-uns comme l'Espagne, des pays courageux. Mais si vous attendez une réaction de l'Allemagne ou de la France, oubliez. Ils feront sans doute quelques déclarations pour se donner bonne conscience, mais il n'y aura aucune action derrière. Alors que les Espagnols, eux, ont vraiment pris des mesures pour limiter la relation entre l'Europe et Israël. Donc ils passent à l'action. Ce n'est pas juste de la rhétorique, c'est aussi des actes. Mais en réalité, il n'y a que quelques pays dans le monde qui ont réagi à ça. La plupart ont laissé faire. Alors oui, il y a une dimension irrationnelle très forte dans tout ça. Mais on ne voit pas de rupture, rien qui puisse freiner la mentalité ou les intentions occidentales vis-à-vis de l'Iran. Et c'est bien là le problème. On est pris entre deux extrêmes. D'un côté, toi, moi et d'autres, on a cette approche rationnelle, en se disant que finalement, la meilleure chose que Trump pourrait faire à ce stade, ce serait de déclarer une sorte de victoire, en disant qu'ils ont empêché 10 pétroliers d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Et il dirait, voilà, c'est notre victoire. Et à partir de cette victoire, il se retire en disant, bon, on a gagné, et voilà. Et on oublie tout ça. Ce serait la gestion rationnelle d'une telle situation. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, parce qu'il y a des voix très fortes qui disent qu'il faut vaincre totalement l'Iran, quel qu'en soit le prix. Et quand on écoute Donald Trump, encore une fois, on ne sait jamais vraiment, parce qu'il change d'avis tous les 2 jours. Mais quand on lit ce qu'il écrit et qu'on écoute ce qu'il dit, on en arrive à la conclusion qu'au fond, il voudrait raser l'Iran. Moi, je pense personnellement que ce serait un travail extrêmement difficile. Mais encore une fois, on est dans une zone où la rationalité n'a plus sa place. C'est bien là le problème. Et c'est pour ça qu'il était sans doute important que les Chinois parlent de cette question de coopération en matière de stabilité stratégique, parce que ça inclut la gestion de ce genre de crise. Et ce que les Chinois ont dit, c'est qu'il faut gérer ces crises de manière responsable, pas simplement en déclenchant de nouveaux conflits. Je veux dire, l'Irak, c'était déjà une catastrophe régionale, et même plus que régionale, parce que ça a en réalité engendré le terrorisme. Tout le terrorisme qu'on a connu ces 20 dernières années vient de là. Il a été provoqué par les États-Unis. L'origine de ce terrorisme, c'est les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas su comprendre leur ennemi. Et ça, c'est un fait. C'est tout simplement un fait, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est qu'on devrait tirer les leçons de cette expérience aujourd'hui et se demander, est-ce qu'on veut faire la même chose avec l'Iran?
Vous voyez, vous avez maintenant, comme vous l'avez mentionné, les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite, le Qatar et je crois le Koweït ont proposé un pacte de non-agression avec l'Iran. Si je ne me trompe pas, c'est le Financial Times qui l'a rapporté. Et ça montre que dans la région, il y a des gens qui essaient de réfléchir un peu plus loin que les Américains et qui cherchent à promouvoir une solution régionale pour éviter que toute la région ne sombre dans le chaos. Parce que, même si, disons, les États-Unis décidaient de relancer une nouvelle opération contre l'Iran, avec pour objectif d'écraser l'Iran, admettons cette hypothèse. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz serait multiplié par 10, voire par 100, dans une telle situation. Parce que cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'énergie disponible venant de cette région d'ici 10 ans. Les infrastructures énergétiques seraient attaquées des deux côtés. Autrement dit, toutes les raffineries, les zones d'extraction de pétrole, tout ça serait détruit dans l'ensemble de la région. Cela veut dire que l'Occident en général, et les États-Unis en particulier, feraient face à une énorme crise énergétique dans les années à venir. Et les États-Unis ne seraient pas en mesure de gérer cette crise. D'ailleurs, une telle situation donnerait un avantage décisif à des pays comme la Russie et la Chine. Autrement dit, si les États-Unis décident de lancer une nouvelle opération contre l'Iran, ils vont encore aggraver leur propre déséquilibre stratégique. Cela renforcerait la relation entre la Chine et la Russie, et donc accentuerait ce que l'Occident a lui-même provoqué depuis 2022. Cette coopération de plus en plus étroite entre la Chine et la Russie. Cette coopération serait multipliée, je ne sais pas, par 5 ou par 10 si le Moyen-Orient était neutralisé. Et c'est justement cette absence de vision à long terme, ou même à moyen terme, de la part de la direction américaine qui m'inquiète, parce qu'ils ne prêtent pas attention aux conséquences de leurs actes. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'Irak. Ils n'ont jamais compris qu'attaquer l'Irak aurait des conséquences régionales. Ils n'ont jamais mesuré ça. Et on entendait exactement les mêmes voix en 2003 qu'aujourd'hui à propos de l'Iran. C'est donc une source majeure d'inquiétude pour moi. Il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Vous savez, être une superpuissance mondiale, ça veut dire avoir la capacité de voir plus loin que l'horizon habituel. Il faut penser au-delà de l'horizon, dans la profondeur du temps, pas seulement à 2 ans, pas seulement sur un mandat présidentiel, mais à 5, 10, 20, voire 30 ans. Et c'est là qu'on voit la différence avec la Russie, la Chine et même l'Iran. D'ailleurs, dans 3 pays où le pouvoir est resté en place très longtemps, on a des dirigeants qui voient très loin. Ça veut dire que quand ils prennent une décision, ils peuvent la prendre, non pas seulement pour l'année prochaine ou les 6 prochains mois, ni même pour la prochaine élection, mais pour les 10 ou 15 années à venir. Et ça donne une vraie profondeur stratégique, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la planification. Et c'est là qu'on voit le contraste. C'est l'une des faiblesses de nos démocraties. On change de gouvernement tous les 4 ans, ou quelque chose comme ça. Du coup, quand on veut planifier, c'est très difficile d'avoir une vision à long terme, parce qu'on ne sait jamais si celui qui viendra après poursuivra ce qu'on a commencé. Si on regarde la France, par exemple, à chaque changement de gouvernement, le suivant efface tout ce qui a été fait avant. Du coup, on repart de zéro. On réinvente la roue à chaque président, plus ou moins. Ça veut dire qu'il est très difficile d'avoir une planification à long terme, et donc une vraie stratégie. Alors que dans les pays où il existe une vision à long terme, on peut se le permettre.
C'est exactement ce qu'on voit en Chine. Et c'est là la faiblesse des États-Unis, surtout avec Trump, parce qu'il n'a même pas une vision à 2 ou 4 ans. Sa vision, c'est celle de demain. Demain, il change d'avis, le lendemain, il revient dessus, et ça repart dans un sens, puis dans l'autre. Alors comment peut-on avoir une stratégie cohérente si on n'est même pas capable d'ajuster sa tactique d'heure en heure? Colonel, est-ce que vous pensez, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, que la position d'Israël dans la région s'affaiblit ou au contraire qu'elle se renforce? Parce qu'on a appris dans les médias israéliens que l'armée israélienne est en plein épuisement. Elle manque de personnel. Et on sait que pour la défense aérienne, pour les missiles, tout ça vient des États-Unis. En gros, ils sont très bons en matière de renseignement, de guerre électronique, surveillance, ce genre de choses. Mais sur le plan militaire, pour ce qui est de la puissance de feu, des missiles de croisière, des intercepteurs, ils ne sont pas indépendants. Ils dépendent totalement des États-Unis. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on voit d'Israël, c'est un pays d'environ 8 millions d'habitants. Je ne sais pas exactement combien, parce qu'on a appris depuis le début de la guerre que, je ne sais pas, 500 000 ou peut-être 1 million de personnes ont quitté Israël à cause de la situation là-bas. Beaucoup doivent vivre dans leur sous-sol ou carrément quitter le pays. C'est ça le problème. Et concernant le conflit entre Israël et le Liban, beaucoup disent qu'Israël bombarde, comme on vient de le mentionner, bombarde les villes, selon la doctrine Rafah. Mais en réalité, détruire des villages ou des petites villes, ça ne veut pas dire qu'on peut les prendre ou les annexer. Ça veut dire qu'ils ont la puissance aérienne pour détruire les villes et les villages. Mais au bout du compte, il faut pouvoir tenir dans la durée. Et ça, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la capacité de rester sur place parce que l'ennemi riposte. Le Hezbollah, comme ils l'appellent, leur ennemi, se défend et frappe Israël. Et pas seulement ça. Ils touchent chaque char Merkava, chaque système de défense aérienne, chaque batterie, tout ça, même les communications, les réseaux Wi-Fi qu'ils utilisent. Alors, quelle est la situation de l'armée israélienne aujourd'hui comparée à ce qu'elle était avant le début de la guerre? Eh bien, c'est une question à plusieurs niveaux, et la réponse l'est aussi. D'abord, quand on parle d'Israël dans la région, et même d'Israël dans le monde en général, je pense que la crédibilité d'Israël est tombée à zéro. Personne n'a vraiment confiance en Israël aujourd'hui. Même si les gouvernements de nos pays européens, et bien sûr des États-Unis, gardent encore cette façade de confiance envers Israël, en réalité, Israël ne bénéficie plus de cette confiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils dépensent énormément d'argent en relations publiques, parce qu'ils ont perdu tout le crédit qu'ils avaient, disons, après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il y avait beaucoup de compassion partout dans le monde pour ce peuple. Mais aujourd'hui, cette compassion a complètement disparu. Les gens comprennent que la Shoah, c'est du passé. C'est de l'histoire ancienne. Et l'histoire récente montre un visage totalement différent d'Israël. Voilà le premier point. Le deuxième, c'est que dans la région, je pense que l'idée des accords d'Abraham, bien sûr, il y a eu des pays comme les Émirats arabes unis et le Maroc qui les ont signés, mais on voit qu'aujourd'hui encore, certains pays se demandent pourquoi on a signé ça. Surtout au Maroc, par exemple. Il y a des gens qui s'interrogent, pourquoi avoir signé? Pourquoi s'allier à un pays qui ne respecte pas le droit international? Vous vous souvenez peut-être que l'Arabie saoudite a été poussée par différents gouvernements américains à signer ces accords d'Abraham. Et aujourd'hui, elle est sans doute plus réticente à le faire, parce qu'elle se rend compte que la stabilité dans la région n'est pas liée à de bonnes relations avec Israël, mais à de bonnes relations entre les pays arabes eux-mêmes
et avec l'Iran. Arab countries and with Iran. And it's also related to a simple fact that Et c'est aussi lié à un fait très simple. Les États arabes doivent être indépendants en matière de défense et de sécurité. On ne peut pas simplement confier sa sécurité à un allié d'Israël. Et c'est, je pense, l'une des grandes leçons de cette opération de fureur épique contre l'Iran. Tant que vous dépendez des États-Unis pour votre sécurité, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Cela pourrait renforcer l'idée d'un pacte de non-agression et sans doute conduire à une refonte de l'architecture régionale de sécurité. Parce que, encore une fois, comme je l'ai souvent dit, la meilleure façon d'assurer la sécurité, c'est d'entretenir de bonnes relations avec son ennemi, si je peux dire les choses ainsi. Et dans l'ensemble, c'est exactement ce que les Chinois ont encouragé lorsqu'ils ont favorisé cette réconciliation, si je peux dire, entre l'Arabie saoudite et l'Iran il y a 3 ans. On voit donc que ceux qui favorisent la stabilité, ce ne sont pas les États-Unis, mais plutôt ceux qui ne se contentent pas de signer des accords et qui sont capables ensuite de leur donner du contenu en soutenant le développement, la technologie et d'autres domaines de ce type. Et ça, seule la Chine peut le faire. Quant à l'influence d'Israël, je veux dire, Israël est de plus en plus perçu comme un partenaire toxique. Et ça, à mon avis, va peser sur la politique étrangère. Si les Israéliens ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, ils seront de plus en plus isolés et leur sécurité sera davantage menacée s'ils n'agissent pas en conséquence. C'est leur choix. Le fait est que les sondages en Europe montrent aussi qu'Israël est aujourd'hui le pays le plus détesté au monde. Et ça reflète aussi, et c'est triste à dire, mais c'est une réalité malheureuse qui se traduit par des actes antisémites ou par une montée de l'antisémitisme contre les Juifs partout dans le monde, surtout en Europe. On voit donc que la situation dans laquelle Israël s'est mise depuis octobre 2023, et même avant, parce qu'octobre 2023 n'a été que la conséquence du mauvais comportement d'Israël auparavant. Eh bien, cette incapacité d'Israël à adopter une approche pacifique, humaine, diplomatique et intelligente de sa sécurité a conduit le pays dans une position où il est méprisé. Maintenant, si on regarde les capacités, et notamment le renseignement, il faut être très prudent. Israël a longtemps bénéficié, disons, d'une sorte de mythe selon lequel son renseignement serait exceptionnel, presque légendaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Israël est très fort parce qu'il peut compter sur le soutien de la diaspora. Ça veut dire tous ces Juifs dispersés à travers le monde qui peuvent être prêts à fournir des informations aux services de renseignement israéliens. Et ça, c'est très utile pour localiser des individus, des terroristes, ce genre de choses. C'est aussi, d'une certaine façon, utile pour éliminer ces personnes omithmas. Et c'est de là que vient la réputation du renseignement israélien. Mais quand on parle du vrai travail du renseignement, tuer des gens, ça n'a rien à voir avec le renseignement. Tuer des gens, c'est tuer des gens, point. Le mot intelligence, à l'origine, vient du latin intelligere, qui veut dire comprendre. Et le renseignement, c'est ça. C'est comprendre le monde dans lequel on vit. C'est comprendre son ennemi. Il s'agit de comprendre la situation. Et de ce point de vue, Israël a historiquement été très faible. Le pays n'a jamais vraiment compris l'environnement dans lequel il se trouve. Cela a conduit à plusieurs commissions chargées d'améliorer le travail du renseignement. Je veux dire, le Mossad, c'est surtout une institution qui mène des opérations spéciales à l'extérieur, des opérations d'élimination, disons-le comme ça. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, mais disons, pour résumer, qu'ils s'occupent aussi de la collecte d'informations et de ce genre de choses. Donc le Mossad n'a pas vraiment été touché par tout ça. Mais ceux qui sont responsables de comprendre réellement la situation et de la traduire en puissance militaire,
c'est l'Aman. Et l'Aman, c'est le renseignement militaire. Ce sont eux qui sont censés évaluer la situation stratégique et militaire d'Israël. Une faiblesse chronique d'Aman, c'est justement son incapacité à comprendre son environnement. Le problème, c'est qu'en Israël, comme dans des pays très marqués idéologiquement ou culturellement, et d'ailleurs c'est exactement la même chose dans les pays baltes ou en Pologne, on le voit aussi, eh bien on retrouve ce même biais. Je le sais, parce que j'ai lu certains de leurs rapports. Donc je peux dire qu'ils sont tellement biaisés qu'ils ne comprennent la situation qu'à travers leurs propres filtres. Et c'est là que tout devient complètement faux. C'est pour ça qu'un service de renseignement doit être aussi indépendant que possible, sans être influencé par les politiques. Sinon, ça tourne très mal. Mais quand les biais culturels, politiques ou religieux sont trop forts, alors toute la prise de décision s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël. Ils tiennent tellement à recruter leurs agents de renseignement parmi des personnes profondément sionistes qu'ils finissent par voir le monde à travers ce prisme-là. Et ça donne une vision très biaisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont échoué à de nombreuses reprises. Vous vous souvenez peut-être de l'échec de 1973, quand les Égyptiens ont réussi à préparer l'opération Badr. C'est cette opération qui a permis de traverser le canal de Suez et d'entrer dans le Sinaï pour le reprendre, puisqu'il avait été pris par les Israéliens en 1967. Et pour ceux qui vont au Caire, je recommande le musée de cette opération Badr. C'est le musée de la victoire, la vraie victoire, du point de vue égyptien. L'Aman à l'époque avait été totalement incapable d'identifier tous les préparatifs pour la traversée du canal de Suez, qui était une opération énorme. On peut presque comparer ça à, enfin, pas exactement, mais pour les Égyptiens, c'était aussi important que le débarquement de Normandie en juin 1944. Et la préparation était absolument remarquable, jusque dans les moindres détails. C'est un exemple extraordinaire de planification et aussi un exemple remarquable de tromperie militaire. Mais quoi qu'il en soit, l'Aman n'a pas su le détecter. Et la même chose s'est produite en 2006, quand Israël est entré au Liban. Il n'avait pas réussi à évaluer les capacités du Hezbollah. Encore une fois, parce qu'ils considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Eh bien, le Hezbollah, c'est une organisation de résistance, une organisation qui défend un territoire, qui dispose d'infrastructures physiques, je veux dire des tranchées, des tunnels, des points fortifiés, ce genre de choses dans les montagnes, qui lui ont permis de se défendre contre les Israéliens. Et Amman n'avait pas été capable d'évaluer cela. C'est donc un problème chronique pour Israël. On le voit d'ailleurs aussi avec l'Iran. Ils n'ont jamais vraiment évalué correctement les capacités iraniennes. Ils les ont toujours sous-estimées. Et je dis bien toujours, parce que on l'a vu en 2024, en 2025 et évidemment cette année. Évidemment, ce sont les Israéliens, parce que par le passé, ils étaient confrontés à des groupes palestiniens ou à des organisations du même type qui n'avaient pas d'équipement sophistiqué, pas de matériel très puissant. Je veux dire, c'était des Kalachnikov, des lance-grenades, ce genre de choses, mais pas grand-chose de plus. Dans une situation comme celle-là, Israël, quelle que soit la qualité de son renseignement, ne se pose pas trop de questions. On envoie une bombe de 2 tonnes, et voilà, tout est détruit, point final. Pas besoin d'une analyse du renseignement très poussée. Mais avec l'Iran, la situation a changé, parce qu'ils affrontent plus ou moins un adversaire de même niveau. Et ça donne à l'évaluation du renseignement une importance complètement différente.
Et c'est là une faiblesse d'Israël. And that's a weakness of Israel. And in fact, Israel started to lose. En réalité, Israël a commencé à perdre sa crédibilité en octobre 2023. D'abord, il n'a pas été capable de détecter l'opération Déluge d'Al-Aqsa lancée par les Palestiniens. Et ensuite, il a systématiquement sous-estimé la force des Palestiniens. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait la continuation des mêmes erreurs, répétées encore et encore par la direction israélienne. Et encore une fois, c'est culturel. Ce sera très difficile pour les Israéliens de corriger cela, justement parce que c'est culturel. Ils pensent, et quand on se croit supérieur, ça veut dire qu'on ne se soucie pas vraiment de sa stratégie, parce qu'on pense qu'on va simplement écraser l'ennemi grâce à une puissance de feu très forte et qu'on peut compenser le manque d'évaluation par la force de frappe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ou du moins, c'est comme ça qu'on Je pense qu'ils ont aussi fait quelque chose aux États-Unis avec cette guerre contre l'Iran, quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Eh bien, les États-Unis souffrent du même problème. C'était la même chose. Je veux dire, je pense que le renseignement américain était bien meilleur pendant la guerre du Vietnam ou pendant la Seconde Guerre mondiale que ce qu'il a été en Irak ou en Afghanistan. Parce que le problème, c'est qu'au Vietnam, on pouvait encore en discuter, mais surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, ils affrontaient des adversaires de même niveau. L'armée allemande, par exemple, était très forte, très puissante. Les Alliés aussi avaient des armées très solides. Et à partir de là, quand on veut prendre l'avantage, il faut étudier son ennemi avec beaucoup d'attention. Mais quand l'écart est plus grand, quand on a en face une armée très faible, un ennemi apparemment faible, et qu'on est soi-même très fort, surtout en termes de puissance de feu, alors on a tendance à négliger l'importance du renseignement. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. C'est le fait de mal comprendre l'ennemi. Bien sûr, l'ennemi souffre. Les Afghans ou les Irakiens ont perdu des milliers de personnes, mais ils ont gagné. Au final, ils ont gagné. Et les Américains ont perdu. Ils ont perdu dans le sens où ils n'ont jamais atteint leurs objectifs stratégiques. Ils n'ont jamais eu le contrôle total de l'Irak et ils ont dépensé énormément d'argent pour rien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on veut soumettre un ennemi et qu'on dépense autant d'argent, d'énergie, de puissance de feu et même de vie humaine juste pour soumettre quelqu'un, ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment la guerre. Vous êtes en train de massacrer des gens. Et ça, c'est pas la guerre. Il faut avoir une approche équilibrée. L'idée, c'est de réduire au maximum ses coûts. C'est ça la bonne stratégie d'un général, celle qui minimise les coûts. Mais là, on fait exactement l'inverse. On les maximise des deux côtés, et pour rien. Parce qu'au final, personne ne sait vraiment pourquoi les Américains sont allés en Irak. Encore aujourd'hui, certains disent que c'était pour le pétrole. D'autres disent que c'était à cause des armes de destruction massive, mais cette idée a disparu. Au fond, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi les États-Unis étaient en Irak. Pourquoi les États-Unis voudraient-ils détruire l'Iran? Vous savez, quand on y pense, c'est assez surprenant. Parce que si on regarde les raisons, on pourrait se dire que ce conflit devrait être très facile à résoudre. Je veux dire, la bombe nucléaire, qui d'ailleurs n'a même pas été mentionnée dans le communiqué avec la Chine, l'Iran a déclaré qu'il n'en voulait pas. Alors pourquoi faudrait-il déclencher une guerre pour ça, puisque les Iraniens ont déjà dit et que les services de renseignement américains ont confirmé qu'ils n'en ont pas et n'ont pas l'intention d'en avoir? Vous voyez? Alors, pourquoi faisons-nous la guerre?
You see, so why are we waging a war? Colonel, tout tourne autour d'Israël. Regardez simplement ce que Donald Trump est en train de faire à Thomas Massie aux États-Unis. Exactly, correct. Yes, and we are back to this. Exactement. Even, C'est ça. let's Oui, et on en revient toujours là. go that way and say, Mais même si on prend cette direction et qu'on dit d'accord, c'est pour Israël, there is no, quelle est la logique d'Israël? because you have exactly Vous voyez, il n'y en a pas non plus, parce qu'on retrouve exactement la même rhétorique. En gros, Trump reprend la rhétorique de Netanyahou, la bombe nucléaire et tout le reste. Mais encore une fois, on retombe sur le même argument. Donc cet argument ne tient absolument pas. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Le vrai problème avec ce genre de conflit, c'est qu'il repose sur l'irrationalité. Et ça rend les choses extrêmement difficiles à prévoir, parce qu'on ne sait pas si les États-Unis sont encore sous l'influence d'Israël, ni dans quelle mesure ils le sont. of Israel, to what extent it is under influence of Israel. The Israelis themselves, why? Les Israéliens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment atteindre? I mean, Personne ne le we know sait. about Palestinians, they want to Enfin, on exterminate. sait ce qu'ils veulent faire avec les Palestiniens. Ils veulent les exterminer. To do the same Ils l'ont thing dit tellement de fois, ce n'est pas une invention. the whole Middle Ils veulent faire la même chose au Liban, mais ils ne peuvent pas exterminer tout le Moyen-Orient. and Donc à un moment, ça doit s'arrêter. also Et d'un point de vue légal, international community said, well, il faut aussi qu'il y ait un moment où la communauté internationale dise « stop ». resolutions of the UN, Rappelez-vous que jusqu'à présent, si on regarde les résolutions de l'ONU, il n'y a pas un seul mètre carré d'Israël qui était, disons, légalement acquis par Israël. Pas un seul mètre carré. think about this. Réfléchissez à ça. Jusqu'à quel point la communauté internationale va-t-elle continuer à nier cette réalité? Will deny this reality. There must be a point where the international community says stop. Il faut bien qu'à un moment, la communauté internationale dise « stop ». Et si Israël ne s'arrête pas, il faut prendre des mesures. Le problème, bien sûr, c'est que les États-Unis sont trop puissants pour qu'on puisse les arrêter eux-mêmes. C'est pour ça qu'Israël agit sous le parapluie américain. Et tout le problème est là. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit que, si j'étais un stratège chinois, j'aurais déjà mis les États-Unis à genoux sur le plan économique. Parce qu'il est très facile d'asphyxier les États-Unis. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, avec les terres rares, les minerais stratégiques, l'énergie. Il y a beaucoup de points sensibles aux États-Unis en ce moment, y compris la dette et la finance, qui sont des points faibles. Donc ce serait très facile de les faire tomber. Et je pense que ce serait la clé d'une plus grande stabilité. So it would be very easy to bring, and that would be the key to more stability, I think, because the problem is that if you had Le problème, a very c'est que si les États-Unis avaient des dirigeants vraiment raisonnables, that US des gens qui comprennent que leur pays peut apporter autre chose au monde que la guerre et la destruction, alors tout irait bien. then that everything Mais would quand go ce sont des fous qui commencent à prendre des décisions, les États-Unis deviennent imprévisibles, et la situation mondiale aussi. the world situation very unpredictable. Et ça, probablement que la Chine ne veut pas le faire. If Évidemment, elle ne veut pas, parce que ça aurait des conséquences très graves sur l'économie mondiale. Mais si on veut retrouver une certaine stabilité, ou une situation où il n'y a pas une superpuissance tellement forte qu'elle domine toutes les autres, il faudrait mettre les États-Unis à genoux, puis tout recommencer à zéro. En quelque sorte un reset géopolitique, si on veut. kind of a reset, is a geopolitical reset, if you want, and that would be a Et ça, possibility. ce serait une possibilité que les Chinois pourraient envisager. This is the only C'est la seule puissance qui en aurait vraiment la capacité. capacity of doing that. Mais encore une fois, ils sont trop sages pour le faire. Et c'est pour cette raison que ça n'arrivera pas. For that reason, Pourtant, ce serait la seule façon de ramener un peu de bon sens. Parce que sans les États-Unis, Israël serait plus prudent et serait obligé d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Le problème, c'est que, encore une fois, les États-Unis sont derrière eux et que les Européens n'ont pas le courage de favoriser une vraie relation entre Israël et ses voisins. Israël pose un problème à tout le Moyen-Orient. C'est un problème central, clairement, parce qu'ils ont encore une fois une idéologie d'expansion.
ideology of expansionism. And again, I don't want to address the whole question. Mais encore une fois, je ne veux pas aborder toute la question du Grand Israël et tout ce qui va avec. D'ailleurs, c'est un sujet plus complexe qu'on ne le pense souvent. En réalité, que ce soit applicable ou non, et selon quelles conditions, on peut en discuter. Mais dans tous les cas, cela veut dire qu'Israël a une idéologie expansionniste. C'est un fait, c'est une réalité. Qu'elle soit de grande ampleur ou plus limitée, avec de grandes ambitions ou des ambitions plus modestes, on peut en débattre. Mais c'est bien une idéologie expansionniste. On l'a vu en Palestine, on l'a vu au Liban, on l'a vu en Syrie. Il y a eu aussi des menaces contre la Jordanie et on l'a vu également à l'égard de l'Égypte. Et pour cette raison, l'Égypte se prépare maintenant aussi à une possible intervention israélienne. Cette intervention pourrait avoir pour objectif de repousser les Palestiniens sur le territoire égyptien. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. C'est une question de planification à laquelle les Égyptiens font preuve là encore de prudence. Quoi qu'il en soit, le fond du problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays au Moyen-Orient qui ait une idéologie expansionniste et dont les ambitions expansionnistes sont soutenues par les États-Unis. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Si nous avions été plus intelligents, plus raisonnables, plus prudents, disons plus stratégiques aux États-Unis, je pense que nous n'aurions pas le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Oui, je pense que le problème se situe aux États-Unis. Voyons un peu ce qui pourrait se passer. À mon avis, on se dirige vers de grands changements aux États-Unis d'ici une dizaine d'années. Disons ça comme hypothèse. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut être prudent avec ça, parce qu'on voit bien que toute la question d'Israël, la question de l'Iran, la question de la Russie, tout ça, ce sont des sujets bipartisans. Ce n'est pas simplement Donald Trump. C'est la continuité de ce qui existait déjà avant. C'est une continuité, mais avec un autre format, une autre apparence, si on veut. Mais dans le fond, il n'y a pas de vrai changement. C'est sans doute un peu plus violent, parce qu'aujourd'hui en Israël même, la configuration politique favorise des solutions plus dures, plus violentes, si on veut. Mais en réalité, la question d'Israël dans son ensemble, même s'il y a des évolutions dans la société, reste il faut être très prudent, oui, parce que les gens ont vu ce qui se passe à Gaza et ils sont révoltés par ce qui s'y passe. Ils étaient scandalisés à l'idée de lancer une guerre contre l'Iran, comme ça, du jour au lendemain. Tout ça. Mais une fois que c'est oublié, je ne suis pas sûr que l'image de l'Iran dans les mentalités ait vraiment changé. Les gens ne comprennent pas l'Iran aux États-Unis, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays européens. Ils n'aiment pas Donald Trump. Mais si Obama avait lancé exactement la même opération, il aurait eu bien plus de soutien que Donald Trump. Donc ça aussi, ça joue. En Europe, les gens n'aiment pas Donald Trump pour différentes raisons. Qu'elles soient justifiées ou non, ce n'est pas la question. Le fait est qu'en Europe, Donald Trump n'est pas populaire. Et du coup, tout ce qu'il fait est impopulaire. Mais si Obama avait fait exactement la même chose, on se souvient de la crise syrienne et de tout ça. Personne n'a remis ça en question. Je veux dire, certains ont déploré qu'Obama n'ait pas intervenu en Syrie en 2013, par exemple. Donc vous voyez, toutes ces questions sont transpartisanes. Et le fait que Donald Trump soit impopulaire en Europe et dans le monde renforce le rejet de l'agression contre l'Iran. Mais si cette agression avait eu lieu sous Joe Biden, par exemple, les réactions n'auraient sans doute pas été les mêmes. Et l'Iran bénéficierait probablement de moins de soutien qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je reste très prudent. Vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Mais mon conseil, c'est d'être vraiment prudent. Parce que tout le discours autour de l'Irak, de l'Iran, des Palestiniens, du monde arabe et des musulmans,
Tout ça n'a pas changé. And the Muslims and all that has not changed. All that has not really changed. So Tout ça, en réalité, n'a pas vraiment changé. Donc il faudra encore du temps, encore de mauvaises expériences pour qu'on change d'avis. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Pas seulement aux États-Unis, on voit exactement la même chose en Europe. Beaucoup de gens, vous savez, pensent que le terrorisme, par exemple en Europe, c'est quelque chose qui s'attaque à la démocratie, comme si ça tombait du ciel, que ce n'est pas provoqué, qu'il n'y a pas de raison, que ce sont juste des musulmans qui détestent les chrétiens. Alors qu'en réalité, le terrorisme, c'est tout autre chose. Mais on ne veut pas l'admettre. Personne ne veut reconnaître que le terrorisme est le résultat de nos interventions. Si nous n'étions pas intervenus dans ces pays, si nous avions entretenu de bonnes relations avec eux, nos pays ne seraient pas touchés par le terrorisme, d'aucune manière. Mais personne ne veut l'admettre, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, l'immigration. Des pays comme la France sont en fait les plus grands pays musulmans d'Europe, tout simplement parce qu'il y a énormément de musulmans en France. Mais, pour une raison que vous comprenez peut-être, ou peut-être pas, le fait est que, pour les Français, cette présence musulmane est perçue comme excessive. Du coup, ils ont tendance à adopter des comportements un peu racistes envers les musulmans en général. Peu importe qu'il s'agisse d'un bon ou d'un mauvais musulman, au final, ils sont tous vus comme des islamistes. Et c'est exactement ce que disent certains partis, comme le Rassemblement national en France. Pour eux, musulman égale islamiste. Ce qui, sur le plan du sens, est faux. Mais c'est bien l'état d'esprit. Ce que ça veut dire, c'est qu'on reste enfermé dans des schémas intellectuels qui rendent possible encore plus de guerres à l'avenir. C'est pour ça que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain, même si on change de président ou quelque chose comme ça. Et ça vaut pour les États-Unis comme pour d'autres pays. Notre haine envers le monde du Sud va sans doute augmenter, parce qu'il y a de plus en plus de gens. On a détruit ces pays et la guerre suit toujours le même schéma. On déstabilise ces pays, on rend la vie impossible là-bas. Alors les gens viennent en Europe pour simplement vivre normalement. Et ensuite, on se plaint qu'il y a trop d'étrangers, trop de musulmans, trop de Syriens, blablabla. Bla, bla, bla. Regardez ce qui se passe en Suède. Ils étaient très enthousiastes à l'idée d'accueillir tous ces réfugiés syriens en 2015 et 2016. Eh bien, il se trouve que tous ceux qui ont quitté la Syrie étaient des islamistes. Ils sont donc arrivés en Suède et maintenant, ils posent des problèmes là-bas. Et aujourd'hui, la Suède essaie de les expulser. Voilà où on en est. Si on n'avait pas soutenu ces islamistes en Syrie à l'époque, est-ce qu'on aurait aujourd'hui une Syrie stable? Eh bien, regardez, aux États-Unis, il y a tellement d'Afghans qui ont été rapatriés ou qui ont bénéficié d'un programme pour retourner aux États-Unis, mais qui détestent quand même ce pays. Bien sûr, ils n'étaient pas heureux dans leur propre pays, en Afghanistan, parce que le pays était détruit. Ils ne pouvaient plus y vivre, donc ils ont dû repartir aux États-Unis. Et pour différentes raisons, les États-Unis leur ont donné un visa ou un autre moyen d'y entrer. Et maintenant, ils posent des problèmes aux États-Unis parce qu'ils n'aiment pas ce pays. Même s'ils y vivent, ça reste pour eux le pays qui a détruit le leur à l'origine. Vous voyez, toutes ces guerres qu'on mène un peu partout dans le monde. Et on voit bien que tout est la conséquence de quelque chose d'autre. La guerre en Irak a créé le problème en Syrie, a créé le problème en Libye, et après la Libye, c'est toute la région du Sahel qui a été touchée. Ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, au Niger, c'est exactement la conséquence de ce qui s'est passé en Libye, et ainsi de suite.
C'est un effet boule de neige qu'on n'a pas su anticiper, d'abord, et qu'on n'a pas réussi à maîtriser ensuite. Et ça montre bien, je veux dire, un esprit occidental ancré dans le court terme, incapable de gérer des problèmes aussi complexes. Is not able to manage those complex issues. And that's exactly what the reason why we will Et c'est exactement pour cette raison que nous allons en souffrir. C'est précisément pour ça qu'aujourd'hui, dans le reste du monde, les gens commencent à le comprendre. Ils commencent à comprendre que s'ils veulent avoir un avenir, ils doivent empêcher les Occidentaux de venir. Parce que l'Occident, ça veut dire des problèmes. Parce que nous ne comprenons pas. Les Français sont présents en Afrique du Nord depuis presque 2 siècles, et ils ne les comprennent toujours pas. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont créé tous ces problèmes en Syrie, au Mali, au Niger, encore aujourd'hui. Ils n'ont toujours pas compris. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste pour l'avenir sur ce point-là. Enfin voilà. Merci beaucoup, colonel Jacques Baud, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Thank you.